Donc, je suis Florence Travers, je suis conseillère circuit court à la Chambre d'agriculture et je suis basée à Plérin pour les Côtes-d'Armor principalement. Et donc, intervient Laura Le Fur, donc notre partenaire pour ce webinaire, qui est responsable réglementation chez Alma et Margot. Et donc, Laura, je te laisse la suite, la parole. Très bien, merci Florence. Donc enchantée, moi effectivement donc je suis Laura, donc je suis responsable réglementation chez Alma et Margot. Pour commencer rapidement, Alma et Margot, c'est quoi? En fait, c'est une solution qui a été développée par Alma Food, qui est une start-up. On est basé donc en Bretagne. On rayonne à l'échelle nationale. Et la vocation de cette start-up, c'est d'accompagner donc les agriculteurs ainsi que les artisans dans la transparence autour des produits alimentaires qu'ils vont commercialiser au travers des circuits courts. Donc en fait, nous, notre expertise, c'est de mettre au service donc des agriculteurs et artisans de l'alimentaire, notre savoir-faire au niveau de l'information produit, notamment du coup de tout ce qui va être question d'étiquetage et de commercialisation des produits au travers des circuits courts. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de cette information consommateur et justement de son importance, notamment au travers des étiquettes qui restent le premier vecteur de cette information. Donc, pour mettre un petit peu de contexte, faut avoir conscience que aujourd'hui, alors bien sûr, c'est sur déclaration faite par les consommateurs, mais on en a à peu près 8 sur 10 qui vont s'informer sur les produits alimentaires qu'ils achètent. C'est d'autant plus important depuis les récentes crises alimentaires qu'on a pu connaître. Donc, on a également, du coup, parmi ces consommateurs, un Français sur deux qui déclare avoir déjà renoncé en fait à l'achat d'un aliment parce qu'il considérait manquer d'informations sur le produit. Alors souvent, ce manque d'informations, il se traduit directement sur l'étiquette, parce qu'on va s'informer principalement en magasin, d'où du coup l'importance de bien afficher toutes les informations dont le consommateur a besoin pour favoriser bien sûr l'acte d'achat. Et donc, bien entendu, une information complète, claire, transparente sur les étiquettes des produits qui soient également lisibles, ça permet au consommateur d'acheter de façon éclairée et lui de pouvoir être acteur de l'économie notamment. C'est une problématique aujourd'hui qui est très importante. Et donc, pour vous, producteurs ou artisans de l'alimentaire, bien entendu, autour de la commercialisation de votre produit, vous allez devoir respecter des obligations. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon expertise qui va être vraiment l'étiquetage, donc l'information consommateur d'une manière générale, mais surtout axée au niveau de l'information sur le produit, donc au travers de son étiquette. Et là, je vais vous faire une rapide liste en fait de toutes les informations qu'il ne faut pas oublier quand vous allez concevoir les étiquettes de vos différents produits. Donc bien sûr, celle que je n'avais pas détaillée au départ dans ma liste, elle va être, je dirais, la première à intégrer sur son étiquette quand on la design. Ça va être cette notion qui apparaît ici, qui est vraiment l'identification, en fait, tout bêtement, de vous-même, donc le producteur de la denrée alimentaire. Donc là, on a clairement cette obligation qui est là, qui est malheureusement quelque chose qui a tendance à être un petit peu oublié. Donc le plus simple, c'est de le mettre dès le départ. Tout simplement, le nom de l'entreprise et à minima, en fait, le code postal et la ville. L'adresse dans le détail, là, j'avais mis le SIRET également et une adresse mail pour le contact ne sont pas forcément obligatoires. Les deux obligations vont être effectivement le nom et la commune. En termes de contenu, on va avoir également, bien sûr, la dénomination légale de notre produit, qui va souvent être associé directement au point net. C'est quelque chose on voit souvent l'erreur. Le point net, il faut bien l'afficher dans le même champ visuel. Ce qu'on dit champ visuel, c'est là, on va prendre par exemple notre bocal. On voit bien que là, l'étiquette, je l'ai fait dépasser parce que sinon, on a besoin de tourner le bocal pour pouvoir voir l'entièreté de l'étiquette. Et en fait, ce point net, souvent, on essaye de le mettre derrière parce que c'est une information qui prend de la place et qui n'est pas forcément hyper pratique à intégrer dans un visuel. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut qu'elle soit présente en fait sur la face principale du produit. C'est la première chose que le client doit voir quand il prend le produit en main. C'est ce point net qui est associé à la dénomination légale du produit.
On va avoir également, et en général, celle qui commence déjà à poser un tout petit peu souci, c'est la liste de composition, donc qui va apparaître ici. C'est vrai qu'on a pas mal d'exigences au niveau de la rédaction de cette liste de composition et c'est là que peuvent apparaître les premières erreurs. Donc moi, je vais vous détailler juste après les petites règles à avoir en tête quand on va rédiger nos différentes listes de composition ou listes des ingrédients. C'est également comme ça qu'on l'appelle. Associé du coup à cette liste de composition, on va avoir les allergènes, bien sûr, qui doivent être identifiés directement dedans. On fera également un petit point dessus juste après. On va avoir également cette déclaration nutritionnelle qui là est affichée en ligne. On a souvent l'habitude de la voir affichée en tableau, surtout sur les produits qu'on va trouver en grande surface, parce que généralement, on a des packaging sur lesquels on a pas mal de place. C'est vrai que quand on est sur des étiquettes autocollantes qu'on va apposer sur nos contenants, souvent, on a des petits soucis de place, donc c'est vrai que l'affichage en ligne est quand même assez pratique. Et dans tous les cas, on a exactement les mêmes informations que dans le tableau. Par contre, c'est effectivement quelque chose qui va être obligatoire. Associé à tout cela, ne jamais oublier, bien entendu, les notions la plus de traçabilité et de sécurité du consommateur. Jusque-là, on était vraiment sur de l'information pure avec une notion déjà de sécurité du consommateur avec les allergènes. Là, on va aller un petit peu plus loin avec la notion de traçabilité et de date limite de consommation, effectivement, avec dans un premier temps le numéro de lot qui est obligatoire, qui est également souvent un petit peu oublié, ainsi que donc la date de durabilité minimum ou la date limite de consommation en fonction du type de produit. Là, par exemple, on est sur une conserve de viande, hein, on est sur ce qu'on appelle DDM, donc date de durabilité minimum. Et en termes d'affichage, c'est une information qu'on va trouver là. Les deux sont souvent associés, numéro de lot et date limite de consommation, tout simplement parce que souvent, le numéro de lot peut être directement associé à la date de fabrication. Quand on fait de la transformation à la ferme ou dans un petit labo, en général, on est à une production la journée. Donc, on peut très bien associer un numéro de lot avec une date de production. Et quand on est sur des dates limites de consommation qui sont affichées sur notre produit, qui sont affichées en jours, mois, années, et ben en fait, tout simplement, on peut refaire le calcul très simplement du jour de fabrication. Donc, on retrouve le numéro de lot. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait autorisées. Par contre, on n'oublie pas de préciser au consommateur que voilà, le numéro de lot, on peut le trouver sur le couvercle, au bas du bocal ou autre, mais que voilà, on l'informe bien que le numéro de lot est présent et qu'il est directement lié à ma date limite de consommation ou à ma date de durabilité minimum, bien entendu. Associé à ça, on va avoir le mode de conservation, alors qui n'est pas forcément toujours obligatoire. Pour des conserves notamment, on est sur des choses qui se conservent à température ambiante, mais c'est toujours bien de rajouter, une fois qu'on a ouvert notre conserve, on a quand même, là, du coup, bien réduit sa date, de durabilité, étant donné que là, on passe sur une DLC, donc c'est pas plus mal d'informer le consommateur. À partir du moment où le produit est ouvert, on doit le consommer sous, là, par exemple, 3 jours, pour, garder une certaine sécurité, au niveau de sa consommation. Et on informe également sur, voilà, la façon de stocker le produit également. Pas forcément besoin de préciser que c'est à température ambiante avant ouverture, mais après, c'est toujours intéressant de rajouter la petite mention comme quoi, une fois qu'il est ouvert, on va le conserver au frigo et le consommer rapidement. Et enfin, et la dernière info, déjà la liste est assez conséquente, ça va être les consignes de tri. Donc je ne vais pas m'étendre forcément là-dessus. La consigne de tri, ça va être affiché ici, parce que vous avez un webinaire de mémoire à la suite, qui va justement parler de ça. Donc je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Donc là, je vous ai bien déjà surchargé d'informations avec toute la liste des mentions à ne pas oublier et je vais faire un petit focus sur les 2 choses qui, à mon sens, sont les plus importantes et qui sont souvent les plus sujettes à erreur ou oubli, malencontreux. Donc dans un premier temps, la liste des ingrédients. J'ai essayé d'établir un petit ordre chronologique des réflexions qu'on doit avoir quand on va rédiger cette liste des ingrédients. Donc en fait, tout simplement, on va reprendre la recette de notre produit et on va lister dans un premier temps nos différents ingrédients en fonction de la quantité dans laquelle ils sont intégrés dans le produit. Quand je parle d'ordre, c'est qu'on va avoir en tout premier dans notre liste des ingrédients celui qui est présent en quantité la plus importante dans notre recette.
Et bien sûr, tout à la fin, généralement, on est sur les épices, le poivre, etc. Celui qui va être en quantité la moins importante. Une fois qu'on a cet ordre, on ne va pas oublier d'afficher ce que j'appelle des sous-compositions. Donc en fait, c'est par exemple, alors là, j'ai pas forcément l'exemple dans mes bonbons au miel, mais on va intégrer de la moutarde dans notre préparation. C'est vrai que c'est un super exhausteur de goût. Et là, bah, on sait que la moutarde, c'est un ingrédient qui est dit composé, hein. On a plusieurs ingrédients dans cet ingrédient-là. Donc, on va tout simplement indiquer effectivement notre moutarde et entre parenthèses, les ingrédients qui le composent. Donc là, bah, on va avoir l'eau, les graines de moutarde, le vinaigre, l'huile. Et on va pouvoir comme ça détailler chaque ingrédient composé qui sont présents dans notre recette. Donc là, déjà, on allonge un petit peu la liste d'ingrédients, mais on est sur quelque chose de complet, en fait, qui informe parfaitement le consommateur. En troisième lieu, une fois qu'on a rédigé tout ça, on est quasiment bon. La seule chose va être d'identifier les allergènes qui sont présents dans notre produit. Donc là, c'est hyper important. On est quand même sur une question de sécurité du consommateur. Donc, on va tout simplement en fait reprendre la liste des 14 allergènes officiels. La moutarde, moi, était un très bon exemple parce que c'est notamment un allergène. Donc là, il suffit de les identifier dans notre liste de composition pour tout simplement pouvoir les mettre en avant. Donc la mise en avant dans la liste de composition, c'est soit de les souligner, soit de mettre en gras, soit de faire les deux, mais l'idée c'est qu'ils puissent ressortir facilement à la lecture pour le consommateur. Qu'un consommateur qui est allergique à une de ces 14 molécules officielles puisse savoir que le produit en contient. J'ai également ajouté la notion de trace. Ça peut être important. Alors là, on est plus sur la protection, vous, à votre niveau. C'est que quand vous allez transformer, en général, vous n'avez pas qu'une seule recette à produire. Vous en avez pas mal que vous effectuez dans le laboratoire les unes après les autres ou jour après jour. Bien sûr, entre chaque préparation, vous allez nettoyer le laboratoire, mais on n'est jamais à l'abri, voilà, d'une petite, mettons, cacahuète qui se balade et qui se retrouve malencontreusement dans un produit qui n'est pas censé en contenir. Donc c'est vrai que là, pour être plus transparent avec le consommateur et se décharger un petit peu de la responsabilité, on va pouvoir indiquer que ce produit a été élaboré dans un atelier qui manipule, en l'occurrence, des arachides, je parlais de la cacahuète, mais qui va manipuler éventuellement d'autres allergènes. Donc ça peut être bien d'identifier, OK, avec quel allergène je travaille au quotidien pour pouvoir indiquer ces traces. Et enfin, quatrième étape, je parle de mention spécifique. Alors c'est tout simplement dans un premier temps les quantités. Il y a effectivement certains ingrédients pour lesquels on va avoir l'obligation d'afficher les quantités. Alors c'est une règle qui est un petit peu floue dans le règlement autour de l'étiquetage. Par contre, il y a une petite règle toute simple. C'est à partir du moment où un ingrédient est donné dans la dénomination du produit, on va en indiquer les quantités. Donc là, dans l'exemple qui va être affiché là, on est sur des bonbons qui sont au miel et à la sève de pin. Donc, on indique tout bêtement la quantité de miel et la quantité de sève de pin dans le produit fini. Tout ça est indiqué en pourcentage. On peut bien sûr faire quelques arrondis. Là, par exemple, mon miel, j'en avais peut-être 14,9%. On peut faire des arrondis pour faciliter la lecture. Ça, c'est la règle la plus commune. Je voulais également faire un petit aparté au niveau de cette notion là, des quantités de la dénomination du produit. Là, on voit que pour ce produit-là, on est sur un bon descriptif, on sait très bien quel produit on achète. Par contre, de temps en temps, pour essayer de créer une image de marque un peu plus sympathique, vraiment donner une personnalité à notre produit, on va avoir tendance à lui donner des noms, ce que j'appelle des noms fantaisie. À titre d'exemple, moi j'ai une productrice qui a baptisé un de ses produits le Kigwon, qui veut dire agneau en breton, qui est en fait une sorte de terrine à base de viande d'agneau. Là, on avait effectivement le nom Kigwon qui s'affichait sur le devant, le devant pardon, du produit. On a dû forcément intégrer en dessous de ce nom fantaisie une description légale du produit, puisque le client ne peut pas savoir, en fait, juste avec un nom comme ça, qu'il achète. Et là, il y a une obligation de toujours indiquer vraiment une description détaillée du type de produit auquel on a affaire. Donc là, c'est pour ça qu'on avait inscrit en dessous, du coup, préparation tartinable à base de viande d'agneau pour ce produit-là. Et du coup, forcément, au niveau des quantités, étant donné qu'on cite la viande d'agneau dans la description légale du produit, on en indique les quantités.
Laura, on a 2 questions là sur cette thématique-là, Oui, si tu veux y répondre, bien maintenant sûr. ou Je les avais tu pas vues voulais s'afficher, désolée. comment? Je les avais pas vues s'afficher, désolée. D'accord, non mais c'est pour ça je suis. Donc il y a une question, pour la vanille, est-ce qu'il f de la glace à la vanille, faut-il indiquer le pourcentage de vanille aussi? Moi, je recommande effectivement d'indiquer le pourcentage de vanille, même si en général on est sur des 0, quelque chose. Heu, c'est toujours bon de le préciser. Après, il y a des petites nuances par rapport à ça. C'est vrai que quand on est en dessous, de 0,5 normalement l'obligation ne s'applique plus. Comme je vous disais, la quid justement qui est le règlement qui enfin le règlement, même pas on n'est même pas sur un règlement, on est sur, un petit guide des bonnes pratiques pour l'affichage des quantités. Ça reste quand même assez flou, donc j'aurais tendance à dire oui, afficher le pourcentage de la vanille. Oui, c'est plutôt une mise en valeur du produit. En C'est ça, plus, en production fermière, souvent, vous utilisez des produits assez nobles, donc autant les mettre en avant, c'est dans ça. ce Vous pouvez là. même préciser pulpe, enfin gousse de vanille quand vraiment, on n'est pas sur un arôme. Si vous utilisez vraiment de la gousse de vanille, là, hésitez pas à le mettre. D'accord, donc il y a une même question, merci, heu, pour les épices, condiments type safran. Même chose. Ouais, Effectivement, on est sur des toutes petites quantités. Heu, on n'a pas enfin, normalement, on n'a pas l'obligation légale de l'afficher, mais c'est toujours bien. Ça permet au consommateur de, éventuellement, comparer avec d'autres, se rendre compte que votre produit, justement, est peut-être plus qualitatif que d'autres. d'accord, donc l'obligation, et la une question, c'est bien, la limite à 0,5 de quantité. En deçà, on n'est pas obligé d'afficher la quantité. C'est ça, à partir du moment où on est sur de la toute petite quantité, non. Alors D'accord, 0,5, faudrait que je revérifie. En fait, tout le monde n'est pas forcément d'accord, sur cette limite. d'accord. OK, merci. Avec plaisir. Oui, si tu peux, parce que du coup, là, j'ai un affichage, je vois plus forcément le Teams, me couper quand il y a des questions et puis me le lire, sans problème. Oui, oui. D'accord, bah, je te laisse continuer, puis Yes. on fera une phase de réponse aux questions un petit peu plus tard. OK. Oui, d'accord. Et donc, bah, tout simplement, la dernière étape va tourner autour de l'origine. Quand est-ce qu'on doit l'afficher? Pour quels ingrédients on l'affiche? Je vous rassure, on n'a pas, bah, comme les quantités, on n'a pas à l'afficher pour tous. Alors, l'origine, pareil, on est sur quelque chose qui a un peu bougé dernièrement. Hem, En termes de règles, alors, déjà, on va afficher l'origine, d'un ingrédient spécifique, quand l'étiquette peut induire le consommateur en erreur. Donc là, ça fait partie du règlement. C'est vrai que dans le cas des produits fermiers, on n'a pas trop ce problème-là. On est plutôt sur un produit, qui a été transformé par une entreprise française et qui utilise, en fait, des viandes de l'étranger. Là, c'est enfin voilà, là, c'est comment dire? C'est relatif à ça, cette notion d'induire en erreur. C'est vrai que pour les produits fermiers, on n'a pas trop cette problématique-là. La chose à retenir pour l'origine, ça va être donc, bah, pour la viande, quand on a de la viande brute, ça bien entendu, l'origine est obligatoire. Ça va être également pour, les produits non transformés qui sont composés d'un seul ingrédient, mais là, on n'a pas le problème de la liste d'ingrédients. Par contre, là où ça va se complexifier un peu, c'est au niveau donc de l'obligation d'indiquer l'origine du lait dans les produits laitiers, ainsi que de la viande quand elle est utilisée comme ingrédient. Vous, en tant qu'artisan ou producteur à la ferme, ça peut qu'être du bénéf pour vous parce qu'en général, on est clairement sur la viande française. On peut même aller un petit peu plus loin en précisant le département, pour vraiment valoriser le produit. Ces petits points-là, par contre, ont été remis en question, dernièrement par des industriels, donc je crois que que cette obligation a cessé. Mais moi, je recommande toujours, c'est toujours intéressant. Le consommateur a pris l'habitude, quand il achète un produit laitier, de savoir d'où vient le lait. Bon, bah, vous, étant donné qu'en général, là-dessus, vous êtes parfait, bah, autant le mettre en avant. Mieux vaut trop en dire que pas assez. Après, je me permets, hein, si on Ouais, communique sur le fait qu'on est producteur fermier, produit fermier en circuit court, ça tombe sous le sens que le produit de base vient de la ferme. Donc c'est c'est ça, quand même redondant, vous pouvez le mettre, mais c'est quand même redondant, quoi. c'est ça. Mais, comment? Oui, non, mais c'est tout à fait vrai, en vrai, sur un produit à la ferme, je serais quand même tentée de dire: «Attention, le consommateur
a perdu cette confiance. Même dans les produits, locaux. Beaucoup ont eu affaire à des mauvaises surprises en pensant acheter local. Au final, voilà, des choses comme ça qu'on fait qu'ils ont perdu confiance. Donc voilà, c'est vrai que ça paraît C'était pas logique des si vous vendez à produits la ferme. locaux, pardon, ça n'était pas des produits locaux fermiers peut-être, c'est pour ça. C'est ça. Mais en fait, c'est vrai que certains ont tendance à faire tellement. Alors là, on n'est même plus sur du greenwashing, on est sur un peu autre chose, essayer voilà, d'afficher du local dans toute leur communication, que en fait, le consommateur se retrouve perdu. Bien sûr, s'il va acheter à la ferme, au moins, il n'y a pas de risque. Mais bon, quand vos produits se retrouvent en grande surface ou dans des magasins spécialisés, ça peut voilà, peut-être avoir un intérêt. Après, libre à vous, du coup, là, de l'afficher, comme je le disais. Oui, comme l'indique, une collègue aussi, ça prend plus de place sur l'étiquette. C'est déjà beaucoup de choses à mettre, donc ça peut être aussi un facteur à prendre en compte. Du C'est coup, on a vrai. une question, enfin, tu y as répondu, mais pour être, bien confirmée à la personne qui la pose, hein, l'origine des viandes doit-elle être affichée? Exemple, terrine de poulet au safran. Comme je disais, normalement oui, dans le texte en tout cas officiel, oui. Il n'a pas en fait été mis à jour depuis, les petites, révisions qu'il y a pu avoir, on n'est même pas sur l'an passé, on est il y a 2 ans, où justement, comme je disais, certains industriels ont tapé un peu du poing sur la table, parce que ça les arrangeait pas forcément. Donc normalement, comme pour le lait dans les produits laitiers, on n'a plus cette obligation, mais elle reste affichée dans les textes. Donc on va Oui. tenter de vous dire oui. Et du coup, on a une autre question, je enfin, je la pose. Pouvez-vous détailler le terme produit fermier, ce que cela comporte? Ou j'y répondrai après, à la fin, comme tu veux. Tu peux y répondre. Je pense qu'on va avoir la même réponse, mais c'est sous-entendu, Ouais, on bah, est vraiment sur un produit, à la ferme, transformé à la ferme avec des produits de la ferme. oui. Dans les grandes lignes, bien Bah, sûr. voilà, dans les grandes lignes. Après, dans le détail, c'est plus compliqué, mais on ne va pas Ah, rentrer dans le détail maintenant. OK, merci. tout à fait. 2e chose sur laquelle je voulais aussi mettre un peu en accent, c'est au niveau des valeurs nutritionnelles. Alors, justement, pour les produits fermiers, c'est toujours un peu la question, je les mets, je les mets pas, comment je les connais? Donc pour les produits fermiers, elles ne sont pas obligatoires. Enfin, voilà, ce type de produit fait partie des dérogations. Tout simplement, en fait, quand on respecte certains critères qui sont des critères de chiffre d'affaires, de taille d'entreprise, donc on doit être une TPE avec moins de 10 salariés. Le chiffre d'affaires, j'ai même plus les chiffres, mais on est sur quelque chose de tellement astronomique qu'en général, on n'est pas concerné. Et c'est également au niveau du rayon, de commercialisation. C'est-à-dire que normalement, on est sur un produit qui est commercialisé dans les 100 à 150 kilomètres autour de son lieu de production. C'est là où du coup, il y a toujours cette complexité quand on va vendre en ligne au travers de plateformes. Quand je fais de l'expédition et que le client est à plus de 150 kilomètres, est-ce que je dois les afficher ou non? J'aurais tendance à dire que oui. Et en fait, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur quand on doit l'afficher sur une étiquette, mais au final, c'est très simple. Je vous l'explique. Tout simplement, en fait, dans un premier temps, déjà, le point 1, c'est comment les avoir. Donc, il existe deux façons, enfin, même 3, de déterminer les valeurs nutritionnelles. Donc, celle que vous connaissez forcément, c'est l'analyse en laboratoire. Donc, on envoie un échantillon de son produit et on reçoit les résultats des analyses. On est sur quelque chose qui est assez coûteux. Là, la dernière estimation de prix, pour donner une fourchette très large, on est aux alentours de 100 à 200 euros selon les laboratoires pour obtenir les valeurs nutritionnelles pour une recette. Si vous changez la recette, il faut la refaire. Il y a une autre méthode qui est autorisée par la réglementation, qui est la méthode par calcul. Donc là, c'est justement ce que je vous présenterai, ce qu'on fait nous chez Alma et Margot, à partir de la recette. Donc on peut déterminer les valeurs nutritionnelles du produit fini au travers d'une base qui est publique, qui nous permet de savoir pour chaque ingrédient en fait quelles sont ses valeurs nutritionnelles. Donc là, on parlait de la viande de poulet ou du safran. Il y a effectivement une base nationale qui est accessible en ligne, gratuite, qui vous permet de connaître les valeurs nutritionnelles du safran et les valeurs nutritionnelles de la viande de poulet. À partir de votre recette, on fait un petit calcul et en fait, vous les obtenez assez facilement.
Au niveau de la rédaction, une fois que voilà, soit le labo nous a transmis le compte-rendu de l'analyse ou qu'on a fait notre calcul, c'est comment les afficher. Donc là, je vous disais tout à l'heure, effectivement, il y a l'affichage tableau qui est le plus classique, celui qu'on rencontre le plus. Mais c'est vrai qu'avec les soucis de place sur les petites étiquettes, la version ligne est quand même carrément plus économe. Par contre, on n'oublie pas que ça se note pas n'importe comment. On a un ordre à respecter. L'ordre, je l'ai récapitulé là justement ici. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'infos à fournir au consommateur. Donc l'énergie qui est affichée, donc aussi bien kilojoules qu'en kilocalories. Faire attention à ne pas échanger les deux. C'est bien kilojoules, kilocalories. On a également les matières grasses qui sont affichées en grammes avec la petite précision de la part d'acides gras saturés, toujours affichée en grammes. Les glucides avec les sucres, qui font partie donc des glucides, les protéines et le sel. On peut avoir également, si on souhaite, les fibres, qui sont affichées sur certains produits. Quand on a des produits qui sont riches en fibres, ça peut toujours être bien de l'afficher, où là, ils vont s'intercaler en fait entre les sucres et les protéines. Tout ça, à chaque fois, s'affiche en grammes pour plus de facilité de lecture pour le consommateur. Et on va également faire des arrondis parce que c'est vrai qu'on a des calculs des fois. Par exemple, là, pour mes glucides, 2,5, d'ailleurs, il manque le gramme. Oh, pas bon exemple. 2,5 grammes, je vais potentiellement avoir du 2,51732, etc. On peut faire des arrondis. La petite règle à respecter, c'est que pour l'énergie, donc aussi bien kilojoules, kilocalories, on reste en fait à l'unité. Pour les autres, à partir du moment où on est supérieur à 10 grammes, on peut rester à l'unité. Quand on est en dessous, comme là, avec mon 2,5, on passe en fait au dixième. Pour le sel, des fois, quand on a vraiment peu de sel, on peut même passer au centième, 0,06 grammes. C'est tout à fait possible. Voilà les choses à respecter. Puis en fait, là, de façon assez simple, on a nos valeurs nutritionnelles pour 100 grammes qui sont affichées sur notre produit. Et là, on est parfaitement conforme à la réglementation. Éventuellement, il y a des questions sur cette chose que j'ai passée un petit peu vite pour pouvoir rester dans les temps. Il n'y a pas de questions sur les valeurs nutritionnelles. Juste Ok. peut-être que tout le monde comprenne bien. Donc, les producteurs, effectivement, peuvent être concernés s'ils vendent à des clients professionnels et à plus de 100 km du siège d'exploitation. Alors, peut-être que selon les régions, la distance est différente. Oui, Et puis, bien sûr. on a vu aussi des situations où des clients peuvent vous demander, par exemple des chefs de rayon grande surface, les valeurs nutritionnelles, alors que vous n'êtes pas C'est pas concerné, ce obligatoire. n'est pas obligatoire. Mais si le client le demande, vous n'avez pas trop le choix que de les appliquer. On a quelques situations comme ça. C'est effectivement la plus commune, oui. Ouais. Donc, rassurez-vous, c'est pas si compliqué de les avoir et ça peut ne pas coûter trop cher. Alors, il y a quelques questions. Pour des bocaux style rillettes pâtées tartinables, les valeurs nutritionnelles sont-elles obligatoires? Et après, j'ai pas la fin. Alors, la forme de la présentation. Du coup, oui, c'est ça, Julien. Enfin, obligatoire si tu vends à plus de 100 km des professionnels. En cas de vente directe à des consommateurs, là, il n'y a pas d'obligation. Ça. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, l'obligation des valeurs nutritionnelles ne s'applique pas sur les produits bruts. Vous embêtez pas, vous vendez des fruits, légumes frais comme ça, vous n'avez pas cette obligation. On est vraiment là sur le produit transformé. Et Anne Ouais. nous précise aussi que la vente au grossiste n'est pas un commerce de détail, donc Là, on n'est pas la effectivement. vente de grossiste ou autre qui n'est pas un commerce de détail. À partir du moment où ce n'est Juste pas pour directement au compléter, consommateur. Oui. je me permets juste pour Oui, vas-y, compléter vas-y. quand tu disais quand on vend à des intermédiaires qui sont plus loin, mais aussi des intermédiaires près qui sont des grossistes, qui D'accord. ne sont pas des commerces de taille, donc qui ne sont pas concernés par l'exemption par la dérogation d'allégation enfin de déclaration nutritionnelle, D'accord. il me Tout à semble. fait. Oui, tout à fait. Ou les cuisines centrales de cantine qui revendent à d'autres derrière, enfin voilà, tous ceux qui ne sont pas commerces de détail, ça peut. Oui. Merci pour cette précision, Anne. Oui, tout à fait. J'avais oublié ce détail.
On a une question de Gwendoline. Concernant la vente de fromage, doit-on faire une affiche par produit? Fromage au poids. Vendu à la coupe, du coup. Là, vous avez, entre guillemets, la chance de ne pas avoir à vous embêter avec les étiquettes. On est sur un produit qui est considéré comme produit vendu non préemballé, puisque vous faites de l'emballage devant le client, normalement. À partir du moment où vous êtes dans ce cas de figure, en fait, l'étiquette n'est pas obligatoire. Il suffit d'avoir effectivement cette petite affiche à proximité des fromages. Et là, les informations à mettre dessus sont bien moins importantes que sur l'étiquette, par exemple, d'un fromage préemballé. Où là, en fait, vous allez tout simplement avoir la dénomination, les allergènes, juste voilà, le lait, à préciser, en fait, tout simplement sur la petite affichette. Alors bien sûr, faut que le client sache à qui il achète et d'où provient le produit, mais étant donné que vous le vendez en direct, ça paraît évident. L'identification producteur, il vous a en face de vous. Ok, merci. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions avant de passer à la suite? On est dans les temps, vous pouvez en profiter pour poser quelques questions. Ça viendra après, sans doute. Oui, c'est ça. Donc, en deuxième point, je voulais vous parler de la valorisation en fait, des produits, parce que là, on a parlé des mentions obligatoires, c'est bien, mais comment mettre le produit en valeur avec toute cette quantité d'informations? C'est possible. En fait, déjà, bien rédiger les étiquettes, il faut savoir tirer profit en fait de toutes ces obligations, éventuellement prévoir celle à venir. Il y avait la notion de l'infoterie dont vous entendrez parler tout à l'heure, où là, effectivement, c'était un petit peu prévu. Donc l'idée, c'est d'essayer de se tenir à jour des évolutions dont on est en train de parler pour pouvoir prévoir les mises à jour de ces étiquettes. Et l'objectif également de bien rédiger donc, nos étiquettes, c'est, comme je disais, de mieux informer le client, de recréer du lien. Et ce lien, en fait, ça passe par les infos obligatoires dont on vient de parler, qui sont déjà assez conséquentes, mais aussi sur des informations complémentaires. Et c'est sur ça que vous allez pouvoir jouer pour valoriser un peu plus votre produit. Ça peut être sur des présentations, d'exploitation, de présentation, des petits éléments supplémentaires qui vont vraiment créer du lien avec votre consommateur. C'est valable en fait surtout quand on ne vend pas en direct face à face au client. On n'a pas, que vous allez vendre au travers d'un magasin spécialisé, d'une épicerie, d'une grande surface, où là, le client ne sait pas forcément que ça vient de chez vous, il ne vous a pas en face. Et là, au travers de ce type d'informations complémentaires, vous allez pouvoir créer ce lien qui n'est pas possible en fait en physique. Et il y a plein de possibilités pour mettre tout ça en forme et valoriser le produit dans son ensemble, au travers de toutes ces informations-là. Dans un premier temps, je voulais vous parler du contenant en lui-même avec deux petits exemples que j'ai trouvés assez sympathiques. Au niveau de la forme du contenant. Déjà, c'est un premier point sur lequel vous allez pouvoir jouer, de choisir quel type de contenant je vais mettre mon produit. Ça peut permettre des fois d'avoir un peu plus de visibilité sur les rayons quand on a des conserves, par exemple, avec des bocaux comme celui-ci qui vont se démarquer un petit peu de la concurrence. Voilà, on est sur quelque chose d'assez sympathique qui va peut-être attirer un peu plus l'œil du consommateur. Mais il ne faut surtout pas oublier, bien entendu, l'utilisation que va faire du coup le consommateur de votre produit. C'est vrai que des fois, on peut tomber sur des contenants assez sympathiques, assez farfelus, mais qui sont hyper originales chez les fournisseurs. Il faut toujours penser à est-ce que ça va être pratique à utiliser par mon client. Et on a également la matière sur laquelle vous pouvez jouer pour mettre en avant votre produit. Ça peut passer au niveau, là dans un premier temps, le premier évident, c'est la transparence. C'est vrai que là, on a l'exemple, on voit bien, bœuf carotte, c'est clair, on peut difficilement louper les carottes et le bœuf dans le produit. Donc la transparence, souvent, c'est assez recherché. Au moins, le client, à la différence d'une boîte de conserve opaque, il voit en fait ce qu'il achète. Et là, mine de rien, ça plaît. Et on a de plus en plus aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est les questions autour de l'éco-conception et de la réutilisation. Là, donc ces notions plus environnementales.
où il y a pas mal de choses qui peuvent être faites pour rendre son emballage un peu plus éco-responsable. J'avais l'exemple effectivement là que j'avais bien aimé de C'est Beaucoup en fait où on n'a pas d'étiquette. C'est souvent la problématique de l'étiquette, c'est embêtant à décoller et souvent en fait on ne peut pas la décoller, donc réutiliser les contenants c'est compliqué. Mais le petit système de cartonnette, en fait ça marche super bien et puis là c'est facile pour faire de la réutilisation du bocal, éventuellement de la consigne. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. Peut-être que vous pourrez en parler pendant le webinaire juste après, mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de la consigne et de la réutilisation pour vous faciliter le travail à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que quand on est tout seul, c'est pas forcément facile à mettre en place de la consigne dans son magasin à la ferme. Déjà, il faut que les clients soient réceptifs, hein, c'est plus trop dans nos habitudes de ramener les contenants. Donc il y a pas mal d'éducation à faire là-dessus. Et aujourd'hui, on a vraiment des institutions qui se penchent sur cette question pour faciliter l'intégration de ces emballages plus responsables sur le marché. Donc vous, déjà, à ce niveau-là, vous avez pas mal de possibilités juste pour le choix de dans quoi je mets mon produit. Et bien sûr, une fois qu'on a le contenant, on a le produit qui est prêt. Là se pose la question de l'étiquette. Donc il y a plusieurs façons, il y a plusieurs aspects et là je vais remercier notamment, Joanne qui est un de nos partenaires, qui a une agence de communication qui s'appelle Caractère, qui est dédiée en fait aux produits terroirs et avec qui on travaille beaucoup sur ces parties de graphisme. Parce que comme je vous disais, moi je suis responsable réglementation. Le graphisme, bon, je maîtrise, mais lui va pouvoir nous épauler à ce niveau-là et nous suggérer pas mal de choses. Et en fait, je me suis servi tout simplement dans la petite présentation que je vais faire de conseils qu'il m'a donnés. On va pouvoir jouer sur l'étiquette au niveau des couleurs et des illustrations. Donc là, j'ai quelques exemples. Au niveau des codes couleurs, par exemple, on peut se servir du code couleur classique, hein, des aliments qu'on connaît tous et que le consommateur a bien identifié. C'est généralement la couleur rouge pour des viandes crues, la couleur bleue pour des produits laitiers, la couleur vert pour des fruits et légumes. Mais on peut aussi essayer de casser les codes, justement quand on est sur un étal pour se démarquer des produits similaires qui, eux, justement, ont ces codes couleurs classiques. Si on veut que notre produit puisse être un peu plus marqué le consommateur, on peut essayer de casser un petit peu ça en utilisant des couleurs très, très différentes. Une autre possibilité aussi au niveau des couleurs, c'est d'utiliser en fait différentes couleurs pour différencier des saveurs dans une gamme. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Là, j'avais l'exemple avec mes rillettes et mes pâtés là. En fait, on va changer la couleur en fonction tout simplement là du type de produit. On va avoir les rillettes qui vont être en rouge, les pâtés qui vont être en marron. Mais c'est possible aussi pour distinguer de rillettes différentes. On va voir, on parlait là tout à l'heure du safran. On va avoir une couleur pour la saveur safran. On peut éventuellement avoir une autre terrine avec du poivre vert. On peut avoir du coup une couleur bien distincte. Et ça permet aux consommateurs de bien se repérer au niveau des différents produits présents dans une même gamme que vous proposez. Un autre élément aussi, sur lequel on peut jouer, c'est les typographies, donc les polices en fait qu'on va utiliser pour la rédaction de notre étiquette. Donc là, on va vraiment donner un certain cachet et une identité propre au produit. Donc en fait, on va pouvoir utiliser des polices peut-être un peu plus manuscrites pour aller sur quelque chose de plus authentique. Si on veut quelque chose de plus traditionnel, on peut aller sur des polices plus vintage. Pour donner un petit aspect raffinement, généralement, c'est combiné avec des étiquettes noires qui donnent un aspect très quali au produit. On va aller sur de l'écriture calligraphiée. Et puis, si on veut complètement sortir du lot et avoir un esprit, donner un esprit complètement décalé, ça marche quand même assez bien, et on va plus partir sur des polices déstructurées. Et là, l'avantage, c'est que sur Internet, on a un choix immense de polices. Donc là, libre à vous de trouver celle qui vraiment vous correspond mieux et qui va pouvoir marquer les clients. Et dernière étape, pour notre étiquette, on va pouvoir également jouer sur les formes et les matières. Alors souvent les matières, quand on essaye d'avoir des étiquettes à des coûts accessibles, on va me dire non, en fait, on va prendre le polypropylène classique parce qu'en fait, c'est le moins cher. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal d'autres possibilités. Souvent, effectivement, peut-être un petit peu plus cher à l'achat, mais qui peuvent avoir un rendu totalement différent. J'ai notamment eu l'exemple là dernièrement d'un producteur, d'un pisciculteur qui vendait des œufs d'omble de fontaine, c'est une cousine de la truite. Et en fait, on est un petit peu comme des œufs de l'Inde qui sont très orangés, mais là, on est sur des tout petits œufs jaunes, vraiment très très jaunes dorés qui sont magnifiques. Et là, il me dit, ouais, ok, moi j'ai un tout petit contenant et je veux pas que l'étiquette elle cache entièrement le produit parce que là, le visuel est beau.
Et du coup, vu qu'en plus on est sur un produit avec une valeur ajoutée qui est quand même pas négligeable, on est parti sur une étiquette transparente. Et c'est vrai que la mine de rien, le texte en transparence par-dessus le visuel du produit, ça donne un effet complètement différent, alors que en fait, on n'a pas fait grand-chose sur l'étiquette, si ce n'est de choisir une étiquette transparente. Mais en termes de contenu, c'est exactement la même chose que si on était parti sur du opaque, sur du couleur classique. Donc il y a cet aspect-là. On peut partir sur des papiers faits naturels aussi pour, là, quand on est dans une démarche un peu éco-responsable, et cetera, ça donne en plus une preuve en plus de notre engagement au client. Et on peut jouer sur les formes. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de trouver, un imprimeur qui soit en mesure d'imprimer des formes particulières sans que ça génère de surcoût. Parce que généralement, en fait, ils sont obligés de faire des moules pour les formes et puis, le moule est payant, donc on est sur quelque chose d'un peu plus cher. Mais il y a certains imprimeurs, notamment un avec qui on travaille, qui en fait de la découpe au laser. Alors beaucoup d'imprimeurs vont dire: «Oui, mais la qualité nous va pas». Moi, j'ai jamais vu grande différence. Et c'est vrai que là, on peut s'éclater sur les formes. Ça coûte pas plus cher. Et là, j'avais pris un exemple, justement de Johan dont je parlais tout à l'heure, qui lui a fait une étiquette, pour des pommes de terre, tout bêtement, en forme de pommes de terre. Et ça peut, voilà, attirer un peu plus l'œil, donner un côté sympa, sympa à l'étiquette. Donc il y a plein de choses qui sont possibles pour vraiment, heu, donner l'identité que vous souhaitez lui donner à votre produit au travers de cette étiquette. C'est pas juste une obligation réglementaire. Vous allez pouvoir, au travers du graphisme, au travers de son contenu, y intégrer des éléments qui vont vraiment, peut-être fidéliser le client. Bien sûr, le client revient s'il a aimé le produit. Mais dans un premier temps, quand il va l'acheter pour la première fois, c'est le visuel, c'est son étiquette qui va vraiment l'attirer. Donc voilà tout l'enjeu que je voulais vous mettre en avant dans cette partie. Est-ce que vous avez éventuellement des petites questions par rapport à ça? Non, pas forcément. Pas de Peut-être, questions peut-être pour après? l'instant. Ouais, C'était bien présenté, c'était clair, c'est pour ça. c'est ça, on va dire ça. Ouais, pourtant, il y a encore plein de choses à dire. Quand on Mmh. fait synthétique, je vous C'est assure, sûr. il y a plein de choses. Et du coup, je voulais finir par rapport à ça, donc là, je vais être assez rapide. En général, c'est la partie qu'on n'aime pas. Juste pour voilà, moi, je fais partie d'Alma et Margot pour présenter rapidement nos services et en quoi, tout ce que je vous ai présenté avant, on peut vous aider à mettre ça en place. En fait, nous, les services d'Alma et Margot, sont tournés autour de la conception de vos étiquettes pour mieux vendre vos produits et les mettre en avant. Donc nos services, ça passe dans un premier temps par tout cet aspect légal dont je vous ai parlé au départ, avec la rédaction des mentions obligatoires à faire figurer sur les étiquettes, donc liste de composition légale, calcul des valeurs nutritionnelles qui arrive juste après. Voilà, ça on le propose également. On va pouvoir, vous aider, oui, à toute cette partie très légale, pour vos étiquettes, mais également à la partie graphique. Comme je vous disais, on travaille avec Caractère, qui est un partenaire, de qualité, si je peux me permettre, qui, peut en fait vous accompagner dans la partie création, d'identité graphique pour votre produit. Si vous n'avez pas encore de logo, par exemple, voilà, lui, il est vraiment là pour ça. Mais moi, à partir du moment où vous avez un logo, vous avez une idée en tête du rendu que vous voulez avoir, on le fait également en interne à My Margot, à proposer des maquettes. Donc voilà, tout bêtement, là, c'est des maquettes qu'on a fait nous en interne. À partir du moment où vous avez, voilà, une identité graphique, on s'adapte en fonction de ça pour vous proposer des maquettes qui soient simples, mais qui soient efficaces et qui puissent mettre vraiment votre produit en valeur. On peut également vous accompagner, à l'obtention, alors je dirais l'obtention de labels, conseils surtout sur, les labels qui vous permettraient de vous différencier. Parce qu'on connaît les SICO et les labellisations vraiment très officielles. Mais en fait, il existe pas mal de petits labels qui peuvent être intéressants. Bon, là, je vais peut-être pas parler de produits en Bretagne, hein, c'est le classique qu'on connaît tous en Bretagne, qui est super. Et en fait, il y en a plein d'autres. Et du coup, voilà, si vous cherchez des façons de vous démarquer, on peut également vous conseiller de tel ou tel, label ou marque, privée, dans lesquels vous pourriez, facilement rentrer du fait, voilà, de votre démarche, et cetera. Et également, je peux vous aider à obtenir, les codes barres pour vos produits. On parlait tout à l'heure de la grande distribution ou des épiceries, magasins spécialisés qui exigent de temps en temps des valeurs nutritionnelles, mais souvent ils exigent aussi des codes barres pour leur facilité de travail en caisse. Ça peut facilement être un casse-tête quand on ne sait pas où aller.
Donc, pas de souci, en fait, c'est quelque chose qui est très, très simple et là-dessus, on peut vous accompagner également avec Alma et Margot pour obtenir des codes barres pour chacun de vos produits et qui puissent être utilisés ensuite chez tous les distributeurs. Et puis après, en termes d'accompagnement, ça peut être aussi, voilà, j'avais noté Nutri-Score, ça peut être, voilà, voir, il y a l'Eco-Score qui arrive, on peut, voilà, vous accompagner sur toutes ces questions qui gravitent autour de, tous les éléments à mettre sur vos étiquettes. Et pour, la dernière étape, bien sûr, l'impression, parce qu'en fait, nous, Alma et Margot, on vous fournit des fichiers prêts à l'impression numérique. Mais on peut également, si vous n'avez pas d'imprimeur de préférence, vous accompagner au niveau de l'impression de vos étiquettes. Ça peut de temps en temps être un petit casse-tête aussi, de comprendre le jargon des imprimeurs ou autres. Donc là, pas de souci. Nous, on a des imprimeurs partenaires avec qui on travaille. On peut tout à fait échanger aussi avec l'imprimeur en local que vous auriez sélectionné pour faciliter, pour tout simplement vous libérer du temps et vous faciliter la vie par rapport à ça. Donc voilà, c'est grosso modo une cartographie de ce pourquoi vous pouvez me contacter sans problème. Et j'avais également quelques autres aspects, mais là, voilà, je les ai rapidement abordés jusque-là. Ça peut être des conseils éventuellement pour gagner en visibilité. Je parle notamment de la partie numérique sur Internet, comment être référencé sur Internet, comment communiquer sur les réseaux sociaux. On ne sait pas toujours comment s'y prendre, donc là, ça peut aussi entrer dans notre champ de compétences. Et puis, genre, je parlais d'experts au niveau du graphisme. On a également quelques contacts au niveau de la qualité. C'est vrai que quand on monte son labo, généralement, c'est surtout les questions déjà de détermination de la durabilité de mon produit. Ça, voilà, on n'est pas labo, on ne peut pas le faire. Par contre, on a des contacts à vous donner en cas de besoin sur ces sujets-là également. Donc voilà, Il y a pour faire une une question. cartographie. Oui. Merci Laura. Une question, as-tu une fourchette de tarifs de tes prestations? Oui, tout à fait. Donc, alors, la majorité de nos prestations sont sur devis. On va essayer de faire un peu à la carte en fonction de vos besoins exacts. Pour vous donner une idée en termes de maquette d'étiquette, par exemple, donc là, en fait, tout ce que j'intégrais dedans, si je reprends, voilà, toute cette partie-là. Alors, en dehors de la partie graphique, si vous passez par notre partenaire qui, lui, fait sa prestation, en fait, tout cet aspect-là, il va être compris dans une unique prestation, qui est notre prestation maquette d'étiquette. On est sur un prix d'entrée pour une recette à étiqueter à 40 €, donc pour obtenir une maquette prête à impression, conforme, etc. Et en fait, on va avoir des prix dégressifs parce qu'on sait bien que vous n'avez pas forcément qu'une seule recette. Donc, à titre d'exemple, à partir de 10 recettes à étiqueter, on est descendu à 16 € de l'étiquette. Donc, on est à 160 € hors taxe. Et on va aller sur du dégressif comme ça pour vous faciliter, voilà, pour éviter d'être un poids supplémentaire dans toute la partie commercialisation de vos produits. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, si tu veux bien passer les dernières diapos, Ouais. puis comme ça, il y a peut-être des questions qui vont arriver. Oui. Donc oui, vous aurez mes coordonnées, pardon. Je trouve juste avant, en bas du coup, à la fin de la présentation, au besoin. N'hésitez pas. Tout à fait. Et puis, on peut retrouver ton entreprise aussi sur l'annuaire des circuits courts, hein, de toute façon, c'est en permanence accessible pour les producteurs, les porteurs de projets aussi. Et puis, comme on a des porteurs de projets, pour aller plus loin sur le sujet de la réglementation en circuit court, alors en général, hein, pas que les étiquettes, les emballages, vous vous rappelez qu'on a une formation à la Chambre d'agriculture qui s'appelle « Connaître la réglementation en circuit court ». Donc tout simplement, ça se passe sur une journée et on en fait dans tous les départements plusieurs fois par an, donc il y a plein de choix de dates. Et on a également une lettre d'info circuit court, donc Chambre d'agriculture de Bretagne, qu'on vous destine, et c'est une façon, en vous y abonnant et en prenant le temps de la lire et de la regarder, il y a ça aussi, d'être au courant du changement de la réglementation, de rester en veille sur la réglementation. Et puis, à la suite immédiate, on a un webinaire autour des emballages, donc par rapport à l'infoterie, comment on se déclare, combien on paye, comment ça marche, etc., là, à 15 h. Donc,
Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà inscrits, à la suite, donc vous avez le temps de faire une petite pause et puis, sinon, il y a moyen toujours de s'inscrire, Nathalie est là, donc bon, ça si besoin, vous nous faites signe. Si vous n'étiez pas inscrit, vous pouviez suivre le webinaire sur l'infoterie à suivre. Alors, est-ce qu'il reste quelques questions? Vous avez nos coordonnées de toute façon, donc vous saurez nous retrouver pour poser les questions qui arriveront ultérieurement. Bon, visiblement, il n'y a plus de questions, Il n'y a donc plus de questions, c'est ça. c'est que c'était clair, synthétique et clair. Donc encore merci, Laura, pour cette présentation et puis Merci pour l'invitation. avec plaisir et puis bonne continuation, bon après-midi à tous et puis voilà, on reste à votre disposition. Donc vous avez nos contacts, donc vous pouvez nous rappeler pour nous recontacter pour aller plus loin et bonne continuation dans vos activités et vos projets. À bientôt.